Voilà, donc l'exposé suivant sera fait par Éric Boyer sur la cellule de veille technologique. Bonjour, je vais vous parler donc de la cellule de veille technologique. Alors, c'est quoi? La cellule de veille technologique, c'est un... Ça marche pas assez? C'est mieux comme ça. C'est un groupe d'experts animé par Gensi qui a pour objectif de préparer les communautés scientifiques aux nouvelles technologies du calcul intensif et également d'identifier quelles pourraient être, quelles sont les architectures à venir les plus pertinentes pour les futures acquisitions. Alors, pourquoi se poser cette question de l'avenir et anticiper et mobiliser, mobiliser des ressources humaines? Un examen de ce qui s'est passé en termes d'évolution technologique montre qu'il y a des jalons qui constituent des marches qui sont difficiles à franchir. On vient de parler de réécriture de code depuis les années 90. C'est pas pour rien, c'est parce que l'introduction du parallélisme, la stagnation des fréquences des processeurs, l'introduction de nouvelles hiérarchies mémoire et l'introduction d'accélérateurs sont autant de jalons, autant de défis qui remettent en cause les architectures des applications et nécessitent de les revoir profondément. Et la mauvaise nouvelle, enfin la bonne nouvelle pour les informaticiens en tout cas, c'est que le jalon qui s'annonce, il a l'air encore plus effrayant que les autres. Et on va l'illustrer grâce à un graphique que vous connaissez tous et qui a déjà été montré par l'éminent Jack Dangara, qui est l'évolution toute simple des machines du top 500 avec la somme, le premier et le plus petit. Alors j'ai pris quelques points sur cette courbe. Cette machine-là qui consomme 3,2 MW avec un rendement de 0,1 gigaflop par watt. Ceux qui connaissent un petit peu, et même tout le monde je pense auront vu qu'il s'agit du Earth Simulator. Ensuite on passe à une machine Blue Engine L, 1,4 MW, 0,02 gigaflop par watt. Puis on ne pouvait pas louper Roadrunner, 2,5 MW, la puissance a l'air d'être dans les mêmes ordres de grandeur, avec un rendement qui s'améliore un petit peu. Là on passe à la machine Jaguar, 2,4 gigaflops par watt, mais cette fois 7 MW. Ensuite, c'est la première machine chinoise, Tianhe, 2 gigaflops par watt, 17 MW. L'énergie commence à devenir particulièrement chère, 1 million par mégawatt. Et enfin, Sunway, la machine chinoise, elle a été présentée de manière assez détaillée, et 6 gigaflops par watt, 15 MW. Bien. En dessous, vous voyez, j'ai mis les chiffres de manière un petit peu à l'échelle. Et à quelle échelle? C'est que la prochaine frontière, la prochaine étape, c'est l'exascale. Si on trace de manière assez... l'interpolation linéaire nous amène à un hexaflop. Et là, si on souhaite contenir l'enveloppe énergétique dans 20 MW, il faut arriver à un rendement qui est à 50 gigaflops par watt. On voit que la cadence de progrès sur les gigaflops par watt, là, il y a une rupture qui est très significative. Même si on pousse l'horizon à 2020, 2021, 2023, et qu'on se contente de 30, ça reste une marche considérable. Alors, de 85 à 2008, on se met à la place d'un... Et je crois qu'effectivement, les communautés scientifiques, c'est un petit peu des alpinistes des difficultés qui se sont présentées devant eux. Il y a une certaine continuité du processus. La loi de Moore et la loi de Dhénard y ont contribué. Le vectoriel qui a été abandonné, qui était largement utilisé pour du parallèle, en posant des enjeux, mais globalement, ça s'est plutôt passé, on va dire, sans heurts. Simplement, pour l'exascale, il y a cette frontière de l'énergie qui vient s'inviter et qui va se décliner en contrainte en termes architecturales. On attend pour répondre à cet enjeu que plus de parallélisme fasse partie des machines, plus d'hétérogénéité, donc avec des accélérateurs, des composants de calcul hybride,
des architectures matérielles qui devront être remaniées pour optimiser les accès à la mémoire, au stockage mémoire, il y a une continuité qui doit se mettre en place, qui se mettra en place, des réseaux, l'augmentation du nombre de composants, ça veut dire tout simplement qu'il faudra gérer une résilience au niveau des codes, au niveau des machines, qui va atteindre des niveaux particulièrement difficiles à gérer. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, avec l'Exascale arrive une nécessité de traiter des données massives. Ces données massives qui proviennent des instruments, qui proviennent des simulations elles-mêmes, et qui auront un impact, qui doivent avoir un impact pour qu'une machine Exascale ne soit pas juste une machine qui produit beaucoup de data et dont on ne sait que faire et dont on ne sait pas exploiter le contenu. Donc l'Exascale, ce sont de nouveaux paradigmes, de nouveaux modèles qu'il faudra intégrer en termes d'architecture, d'exploitation et d'accès aux données. Alors la cellule de veille technologique, elle a été créée. Sa motivation, donc, c'est d'anticiper l'arrivée des futures architectures et d'aider les communautés scientifiques nationales. Elle est là aussi pour préparer encore plus en amont les appels d'offres menés par GENSI pour les centres de calcul nationaux, TGCC, IDRIS et CINES, parce que le temps du benchmark et le temps de la mise en place ne suffit plus à opérer les mutations sur les applications. Il faut préparer, il faut identifier, et ça prend plus que 3 mois avant, 3 mois après. Sans quoi on achète des nouvelles technologies parce qu'elles ont de très belles caractéristiques et elles sont très peu utilisées. Des exemples existent et il faut absolument les éviter à ce niveau d'investissement. C'est aussi pour tirer le meilleur parti de l'expérience collective qui est énorme, mais ensemble elle est encore plus considérable et on peut s'y appuyer dessus. Et donc faire une mise en commun de cette expérience collective qui s'appuie sur l'histoire des centres de calcul notamment. Donc, 20 experts sont issus des partenaires de GENSI. Donc il y a les centres de calcul, il y a aussi le CNRS, le groupe calcul, et si j'en oublie ça va être terrible, donc j'arrête de les citer. Donc ça consiste en quoi? Suivre et anticiper les architectures de calcul émergentes par un suivi de veille technologique qu'on met en commun, qu'on partage, qu'on analyse ensemble. Donc on organise des rencontres avec les vendeurs, des collaborations, on partage des informations également, et aussi, et surtout, mettre à disposition des petits systèmes de test dès lors qu'on a identifié qu'une technologie vaut le détour et que ça mérite de s'y attarder. Et d'avoir donc un retour avec des communautés scientifiques ciblées et des applications qui sont tirées de simulations réelles qui sont utilisées en sciences. C'est pas des benchmarks qu'on tourne dessus. Donc il y a un financement de petits matériels, du logiciel, du support applicatif, et il y a un accès national qui est donc aménagé, organisé. Je reviendrai sur le dispositif un petit peu plus tard. Et également, parce que le logiciel, c'est une part très importante du paysage, l'optimisation de la performance et de l'énergie, l'énergie, le mur qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ensemble, préparons l'avenir. Donc, on évalue des machines en avant-première, on prépare les communautés scientifiques en organisant des accès et des ateliers de travail, et on bénéficie donc du support de ces 20 experts issus de partenaires de GENSI et aussi des vendeurs. Donc, on a mis en place 2 collaborations à ce jour qui sont particulièrement soutenues et avec une très forte implication de la part des vendeurs. Je cite sur Frioul, qui est la machine qui est hébergée au CINES. C'est une collaboration avec Atos et Intel. Et sur la machine Ouessant, donc, qui est hébergée à l'IDRIS, il s'agit d'une collaboration entre IBM et NVIDIA pour la technologie Open Power. Quelques caractéristiques techniques sur ces machines-là. Donc la machine Ouessant, c'est donc une machine IBM, ce sont des nœuds Minsky, des nœuds Power 8, avec 4 GPU Pascal P100, avec la particularité d'avoir un lien NVIDIA qui constitue le début d'un couplage fort entre GPU et CPU. Le réseau, c'est un InfiniBand EDR et 12 nœuds pour une puissance prête de 245 teraflops. Donc ni trop petit ni trop gros, ça suffit largement à appréhender les problèmes de portage, bien sûr, et les premiers problèmes de passage à l'échelle. Pour ce qui concerne la machine Frioul, il s'agit cette fois d'une technologie de type KNL Meniker,
Donc ce sont les modèles 7250 avec les 16 Go de MCD RAM. Et cette fois, il y a 48 nœuds pour 146 teraflops. Alors, tous sont accessibles via accès préparatoire. J'y reviendrai, deuxième fois que je le dis. Et une troisième machine est à l'étude avec un hébergement possible au TGCC. J'ai oublié de remercier, parce que j'ai dit que c'est une collaboration avec 20 experts issus des partenaires et centres de calcul, mais toutes les applications que vous voyez là, elles ont été rajoutées au portefeuille d'applications sur plusieurs critères. Le premier, c'est une représentativité des domaines de sciences qui fait écho à ce qui est utilisé au niveau des demandes d'ARI, et je pense qu'on y est à peu près arrivé. Et surtout, il fallait qu'on obtienne l'adhésion des porteurs de code. Donc les porteurs de code, ce sont eux qui ont les mains sur le clavier et qui nous font les retours, pour éviter d'avoir le biais de raccourcis de Jedi qui tireraient des conclusions hâtives. C'est uniquement sur leur expérience qu'on se fonde et les résultats qu'ils ont obtenus pour tirer des conclusions sur les machines. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on se réunit, on est une bande de passionnés, et voilà, il y a je vous ai retracé un historique des ateliers de travail qui ont été organisés. Donc la démarche, on commence très raisonnablement. Portage x86, non, profilage x86 pour caractériser les applications et avoir un point de référence pour les progrès et les modifications à apporter par rapport aux technologies x86. La même chose a été faite sur Power 8 à l'IDRIS. Le premier, c'était à la maison de la simulation. Ensuite, là, cette fois, on passe à des choses plus complexes, P8 plus GPU. À cette époque, il n'y avait pas encore le NVLink, mais ça nous a permis d'appréhender les environnements et le portage en accéléré. Ensuite, portage KNL au CINES en 2016. Puis, après le portage, on fait une optimisation et le passage à l'échelle. En février 2017, il y a eu le P8 NVLink GPU, donc cette fois c'était la machine complète sur laquelle on a pu frotter les applications et surtout tester les couches soft. Et la cellule de veille a aussi servi à supporter, on va dire, ou participer il y a eu une espèce de pollinisation entre le projet Energy Oriented Center of Excellence, avec un workshop qui a été organisé au CINES du 4 au 6 octobre, qui concernait une machine qui était dans le PCP, mais qui est une machine grande sœur de la machine Frioul de la cellule de veille technologique. Et tout ça constitue des retours d'expérience sur lesquels on bâtit quelque chose qui nous indique, et puis quelles sont les technologies pertinentes pour l'avenir. Voilà. Quelques résultats. Alors, il s'agit de résultats agrégés de ce qui a été obtenu sur la plateforme KNL. Donc, en bleu, vous avez l'accélération nœud à nœud par rapport à un nœud Broadwell. Et en vert, là, c'est le gain énergétique. Alors, je vais être honnête, il ne s'agit pas d'énergie mesurée, mais d'énergie estimée. Alors, estimée parce qu'à l'époque, les outils n'existaient tout simplement pas. Maintenant, à grosse maille, on s'est rendu compte, quand on regarde le compteur électrique sur le mur, en tout cas c'est les données que nous donne le CINES, il y a effectivement un ratio qui est observé. Maintenant, application par application, ce qui a été appliqué, c'est ce nœud-là consomme tant de pourcents en moins, donc c'est pas quelque chose de scientifiquement, on va dire, rigoureux. Simplement, avec le PCP, on validera ces résultats-là, et je pense qu'on arrivera à quelque chose d'assez similaire avec quelques disparités au sein des applications. Donc, ceci étant dit, la performance, elle a été mesurée, et on a un gain moyen de performance qui est de 42%. S'agissant de l'énergie, là, on est presque à un facteur 2, ce qui est assez engageant, séduisant. C'était assez, on va dire, prévisible. D'une part, c'était parce qu'Intel, c'était dans le design qu'ils avaient, c'était pour cette raison-là que le KNL a été conçu, et le rapport des fréquences est là pour expliquer en grande partie ce gain. Une
petite métrique au doigt mouillé. C'est parce qu'on a pris les facteurs d'accélération de chacune des applications en fonction des workshops que je vous ai montrés. En fonction de l'assiduité et de la présence des porteurs de code, on a une courbe. Donc voilà, on atteint, on va dire, quand on a passé 8 heures, une journée sur une application, on arrive à la ligne de flottaison en moyenne des performances. Et quand on a passé 4 jours, c'est là qu'on atteint le quota nominal. Je ne vous garantis pas, et même je ne vous annonce pas que si on passait 256 jours, la courbe qui paraît exponentielle irait plus loin. Je pense qu'à 64, on a un gentil plateau. Voilà, je vais être honnête aussi, mais je n'ai pas fait d'extrapolation, je n'ai pas fait comme IDC. Voilà. Donc enfin, ça donne une idée de l'ordre de grandeur de l'effort qu'il faut fournir pour arriver à tirer quelque chose d'intéressant du KNL. Mathieu, tu poseras des questions après. Voilà. Ensuite, je vais revenir... alors, je ne vais pas faire une présentation exhaustive de toutes les applications qui ont été tournées sur la cellule de veille, ça prendrait beaucoup de temps, et Gabriel Autreux, qui travaille sur ce projet-là, le ferait sans doute beaucoup mieux que moi, et merci à son travail. Donc, pour l'application Dynamico, là, l'accélération par nœud comparée donc à Broadwell, c'est du 1,86, là c'est vraiment un cas de figure particulièrement favorable. Et sur le passage à l'échelle, on a comparé courbes de scaling, les courbes, c'est des comparaisons de scaling, je ne les ai pas décalées en fonction des accélérations des nœuds. Donc là, clairement, c'est éligible pour la production, même si le speed-up sur Frioul est légèrement moins bon. Alors, il faut aussi tempérer un petit peu ces conclusions par le fait que sur une machine comme Oxygène, qui est une machine qui est de production avec des couches soft qui sont éprouvées, tunées depuis très longtemps, là, les drivers au niveau du KNL et aussi de l'autre machine, ils sont un petit peu bruts de décoffrage et méritent sans doute une petite amélioration. Donc il y a peut-être des marges de progression au niveau du scaling et au niveau globalement des performances qui peut être lié aussi à la maturité des environnements. Ensuite, pour Metal Walls, j'espère que je ne dis pas de bêtises parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle là, qui me regarde et dont le regard me glace. L'accélération par nœud, elle est comparable, c'est-à-dire par rapport à Broadwell. En revanche, au niveau du speed-up, là, c'est pas ça. Et on pense que ça peut être lié au fait que le K-test était trop petit. Mais ça, on peut y revenir. C'est une photo à un instant donné. Ensuite, YELS 2, la combustion. Là, les performances sont un peu en retrait par rapport à Broadwell, mais en revanche, au niveau passage à l'échelle, c'est tout à fait, ça colle à la courbe d'oxygène. Donc c'est éligible pour la production, et la bonne nouvelle, c'est que voilà, sur un KNL, même si ça va 20% moins vite, l'enveloppe énergétique sera assurément plus favorable. Ensuite, on passe au deuxième proto, Wesson. Deuxième, oui, deuxième, il était livré après, donc on va dire deuxième, mais il n'y a pas d'ordre de préférence, ni d'ordre, mais on va dire calendairement, c'est lui. Donc là, un premier bilan sur Open Power. Alors, à ce stade, manque de maturité sur OpenMP, cible pour les applications. Alors, pourquoi c'est une cible pour les applications? Parce que on souhaite conserver le plus possible l'héritage des développements qui ont déjà été faits, notamment avec les expériences, avec l'aventure, on va dire la très belle aventure sur BlueJean, qui a amené les codes parallèles MPI à introduire de l'hybride avec OpenMP et MPI. Donc de cette expérience est né quand même pas mal de codes, est issu pas mal de codes qui sont en OpenMP et moyennant des changements dans OpenMP, on considère que passer d'un OpenMP 3 à un OpenMP 4.5, c'est quelque chose de beaucoup moins d'abord beaucoup plus facile à réaliser et ça conserve une partie des investissements faits sur les applications plutôt que les réécrire en OpenACC ou dans CUDA. OpenACC n'est pas un standard et CUDA est quand même quelque chose d'assez peu accessible en termes de facilité. Donc là, le tableau est un petit peu compliqué parce que ce sont des facteurs d'accélération avec OpenACC, avec CUDA, et
en multi et en voilà, speed up OpenACC, single, ouais, c'est ça. Donc là, on voit que les résultats sont assez disparates et on va revenir sur quelques applications. Déjà ? D'accord. Donc en EMA, en astrophysique, là, c'est un cas, j'ai pris un cas où il y avait MPI et CUDA, un jour de portage. Donc au niveau de l'application, rien que le noyau, on est à 27, en fait, une accélération de 27. En revanche, sur l'application complète, ça tombe à 2,5. Quoi qu'il en soit, ça reste quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas s'il y a de la marge, on a peut-être atteint la loi d'Amdahl en termes d'offload, mais voilà, c'est un résultat. Sur MetalWaltz, il y a des développements qui ont été démarrés en 2017. Il y a 3500 lignes de code et 75, enfin les 3/4 ont été portés en un mois avec les accélérations que vous voyez là, donc qui sont assez intéressantes parce que ce sont des applications, des accélérations applications complètes. Alors on voit que sur 4 GPU, c'est pas fracassant, hein, l'utilisation du 4e, mais il y a 25% restant à porter, donc à voir pour la suite. Et pour IS2, c'est pas la même histoire parce que là le nombre de lignes est considérable, hein, c'est pas 3500, je crois qu'il faut rajouter peut-être 2 zéros, je sais pas, enfin beaucoup. Donc les premiers K-tests ont été faits sur des petits morceaux de code, c'est application complète mais un sous-ensemble quand même. Donc le portage est partiel, les résultats sont prometteurs, on peut dire ça, mais un portage complet constitue, c'est pas un mois là, on raisonne plutôt en années. Alors, ensuite, ça, je viens de parler donc rapidement du premier portefeuille, mais un accès préparatoire est ouvert depuis, on verra sur le calendrier après, c'est depuis le mois de juin environ. Et là, on a la répartition des gens qui ont des porteurs de code qui ont souhaité accéder à ces machines. Donc on a répartition par comité thématique. Et le petit carré que vous voyez en bas à gauche, c'est la proportion de dossiers qui ont été déposés et qui ciblent la couche Power AI, donc orientée intelligence artificielle, qui a été installée sur la machine OS100. Et un tiers des dossiers ont été déposés et ciblés ça. C'est un petit peu au-dessus de ce qu'on attendait, mais quelque part ça nous rassure sur le fait que cette nécessité a été prise en compte par les communautés. Et en janvier 2018, on a donc en projet, c'est plus qu'un projet, le projet est décidé, une proposition de service sur Frioul, sur l'intelligence artificielle, par le prêt de mise à disposition de 4 processeurs KNM, donc qui ont des TensorFlow processeurs en FP16, et un portail orienté intelligence artificielle qui sera installé par Atos. Donc là, la collaboration se poursuit. Donc là, le fameux calendrier dont je vous parlais. Donc là, vous avez le calendrier de déploiement et la mise à disposition élargie que vous voyez sur la droite correspond aux accès préparatoires que je vous ai montrés. Comment faire pour accéder à ces machines-là et demander des ressources sur les machines de la cellule de veille technologique ? C'est le DARI que vous connaissez, qui est hébergé au CINES et qui sert de portail d'accès, de demande de ressources pour la communauté. Donc je vous rappelle son adresse. Voilà. Donc les prochaines étapes, je pense que je vais être dans les temps. Comme j'ai dit au début, étude et déploiement d'une nouvelle technologie au TGCC. Et le groupe de veille technologique, on va en discuter sur les modalités, quand, comment et qu'est-ce qu'on va mettre dedans surtout. Des études plus prospectives avec le processeur NEC vectoriel Aurora Vector Engine qui montre des résultats assez conformes aux promesses. Donc il est particulièrement efficace par rapport à la crête. Également AMD, comme on va dire alternative au x86, et les FPGA qui commencent à s'inviter au niveau des solutions. Qu'est-ce qu'on va faire aussi ? On va continuer les accès préparatoires sur Frioul, par accompagner tous ceux qui souhaiteront y accéder, à ces machines-là et au futur. Aider au portage à l'échelle, supporter les nouveaux usages d'intelligence artificielle, Power AI et Istia KNM, et
poursuivre aussi une partie très importante qui est l'étude et le prototypage d'environnement logiciel. Notamment, ce qui est en cours, c'est une collecte permanente lightweight des métriques applicatives pour avoir une vision du flux de ce qui tourne sur les machines et pouvoir et capter et faire une database et ensuite l'exploiter. Mettre en place un profilage énergétique un petit peu plus rigoureux, et ça c'est en lien avec les systèmes pilotes de Price PCP, et aussi continuer à travailler sur les runtime adaptés aux mini-cœurs hybrides. Je pense à StarPU qui est développé par Inria, et comme je n'ai pas beaucoup le temps, mais il y a une application qui utilise StarPU pour faire de la distribution de tâches sur la machine OpenPower. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup Eric. On a du temps pour une ou deux questions. Il y a clairement une profusion d'architecture. C'est un peu déboussolant pour les gens qui cherchent à porter leurs applications. Donc vous conseillerez quoi en fait pour s'en sortir si on n'est pas 25 à coder? Pas 25 à coder. Vous voulez dire que vous voulez limiter les efforts de portage et de programmation? Oui, oui. Suivez les conseils de la cellule de veille technologique. Non, plus sérieusement, mais c'est quand même une proposition sérieuse. Cette proposition, la première sélection que vous voyez, à savoir KNL et OpenPower, elle ressemble au projet Coral. Je vous assure qu'on n'a pas copié, on a juste fait une analyse et on s'est dit que c'était vraiment les deux technologies à suivre et à tester. Donc, pour moi, c'est le mini-cœur, il faut s'y intéresser très fortement, et l'hybride, pourquoi pas, si vos applications s'y prêtent. Je peux pas, c'est une réponse de Normand que je vous fais, je suis bien... voilà. Maintenant, la profusion d'architecture, vous ne pourrez sans doute pas, si vous avez des moyens limités en termes d'appréhension de ces architectures, vous lancer dans du FPGA, dans une foule de langages. Donc, moi, je dirais, soyez des utilisateurs exigeants et dites, moi, j'ai un héritage, je veux pouvoir programmer avec mon standard. Il faut venir avec ce que je montrais au début, avec les progrès technologiques, quelque part, c'est des progrès qui sont dictés par le silicium et par la fonderie, et pas par le bien-être des développeurs. Le parallélisme, si on avait un processeur qui allait très très vite et qui faisait du séquentiel, ça nous irait tous très bien. Or, bon, c'est pas le cas. Donc je dirais, soyez exigeants, il y a des mutations qui sont en train de se faire au niveau des grands constructeurs, qui annoncent un petit peu la direction, je dirais. Mais vers l'exascale, ça semble encore être un nouveau modèle. Donc l'investissement qu'on fait maintenant sur le GPU ou même sur le KNL n'est pas sûr de durer beaucoup plus longtemps que cette génération de machines. Je ne sais pas. Il y a une composante sur l'exascale. Alors déjà, l'exascale, c'est un outil qui est considérablement puissant et toutes les applications n'en ont pas besoin, très clairement. Maintenant, si vous avez une application, comme l'a montré Philippe Lavocat, qui sont les Scientific Case spécifiques Exascale, avec à la fois en amont des gros besoins de simulation et en aval des gros besoins de post-traitement de données, effectivement, on sent qu'il y a très clairement, il y aura des machines qui seront complexes parce qu'elles seront hybrides dans leurs unités de calcul, très clairement. L'exascale sera complexe. Oui, j'ai une question. J'ai été un peu étonnée des chiffres que tu as montrés sur QMCM, où dans le premier pool, tu avais une efficacité qui était inférieure à 1 et un taux Et donc, je voulais savoir s'il y avait une raison particulière. C'était dans voilà, celui-là, avant. Celui-là ? Non, pas celui-là, celui-là, ici, si tu veux. Alors, qu'est-ce qui se passe particulièrement avec ce code? Parce que sur les GPU, tu n'as pas du tout la même chose. Oui. C'est parce qu'il tire déjà 50% quasiment de la crête d'un processeur x86, et donc quand on l'a porté sur le processeur KNL, ou sûrement sur GPU, mais surtout sur le KNL, déjà pour récupérer ça et se comparer à un processeur sur lequel on tire 50%, la marche est assez haute. Donc c'est surtout pour ça, il était très tuné à l'époque 70 bridge pour tourner sur Curie. Donc la marche est encore beaucoup plus haute pour aller chercher la performance. Il est CPU bound, donc le MCDRAM que tu as sur le KNL, il en tire quasiment aucun profit. Et donc tu es obligé de plus le paralléliser pour atteindre la même crête, très clairement.
C'est vrai que c'est du 50% que tu as. Tout est relatif. On va s'arrêter là, Eric, merci beaucoup. Je t'en prie.